Und much talk. Okay. Uh, Welcome everyone to this Sorry, that was a amazing. recording. Yeah. Welcome everyone to this amazing session. I am Antoine Shula, engineer DevOps, but today we are not talking about DevOps engineering. We'll be talking about generative AI. And for that, we have Jean-Christophe and Steve, which are recognized engineers from AWS, which have not only the experience, but they have also implemented all these services within their career. And to accompany Steve and Jean-Christophe, we have Fonquenti, serverless hero for the account Developer, of please. serverless developer. Yes, serverless developer, but also a great mentor. So you can feel free to reach out to any of us later after this if you wish to inspire yourself and level up your skills. It's true that we have different competency. We have some that are doing development, others doing deployment, others doing generative AI. But as time is evolving, there are new technology, there are new trends. Even if you don't intend to uh, go deep into the specific topic and develop your competency there, it is also great to know what it's talking about and how you can pitch or adapt your different workflow and know even how the people we are operating in those fields uh, do their field. But sorry, I am going out of the subject. The main subject here is generative AI. So for that, we have Jean-Christophe and Steve, which will give us a talk whereby we will have a demo, we will have explanation on how the Bedrock services operate. So without me not wasting more time, I will give them the lead. But before giving them the lead, feel free, guys, to ask your question in the comment section. And if you want to develop more, you can unmute yourself, and they will be amazed to give you a response to your different preoccupation. Okay, saying that, I will leave the hand to Steve or Jean-Christophe. Ok, merci Antoine. Bonjour à tous, je suis ravi de faire cette session. J'ai déjà eu l'occasion de participer à un précédent meet-up, mais on va se partager un peu de temps là avec Steve pour vous expliquer la révolution qu'on a autour de la générative AI. On a vu l'audience pour l'instant décider de parler en français, mais comme je le disais auparavant, feel free to ask any question in English. The content is provided in English. We will animate it in French, but feel free to ask requests or ask us to re-explain if you're not comfortable with French. OK? J'espère que ça valide pour tout le monde. Donc voilà, on a appelé cette session Control Alt Create Generating Content with AWS Bedrock. Pourquoi Control Alt Create? Parce que forcément, on a une révolution depuis un an autour du Generative AI et très clairement, cette révolution, elle est liée à la génération de contenu. C'est un peu la vague, la révolution qui arrive avec cette nouvelle technologie. Donc, on a un agenda avec une première partie où on essaye d'aborder de façon globale ce que c'est que la Gen AI. Qu'est-ce que ça comprend comme notion, comme définition et évidemment comme technologie sous-jacente. Ensuite, on va, grâce à Steve, faire un focus sur Bedrock et après, qui sera orienté présentation dans un premier temps. Et on aura une troisième partie avec trois petites démos qu'on a préparées basées sur Bedrock. N'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation. Alors, rapidement, pour nous présenter, mais on va le voir à travers deux slides complémentaires. Je suis Jean-Christophe Alonso, ça fait 30 ans que je travaille dans l'IT, essentiellement dans des métiers de transformation. J'ai travaillé dans deux sociétés de services en France assez connues, Neuron et Atos, où j'étais vraiment focusé sur de la production, du delivery et de l'infogérance. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler au sein de Veolia, qui est une compagnie de services orientée sur l'eau et le recyclage des déchets principalement, mais qui fait d'autres activités de services pour les collectivités essentiellement.
Et c'est à travers cette société que j'ai eu l'occasion d'embrasser, je dirais dans un premier temps la technologie AWS et puis dans le deuxième temps, sa philosophie. C'est ça qui m'a séduit, puisque nous sommes basés sur des principes, ce qu'on appelle les leadership principles et ça m'a séduit suffisamment et j'ai eu l'opportunité, la chance de pouvoir entrer dans cette compagnie il y a 3 ans. Je suis engagement manager dans la division ProServe, donc c'est la division de consulting et le métier d'engagement manager, c'est un métier de programme manager ou super chef de projet. L'essentiel, c'est de se focuser sur le client et de faire le maximum pour que les solutions soient délivrées à l'attention de ces derniers. OK? Je vais laisser Steve se présenter. Tout à fait. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Steve Chemiloko. Je suis solution architecte côté AWS. Je suis solution architecte côté AWS. Moi, ça fait 5 ans aujourd'hui que je suis dans l'IT, tout simplement. Donc, que j'ai commencé tout simplement ma carrière professionnelle. J'ai fait différents métiers. J'ai commencé tout simplement comme un administrateur système et réseau. Et après, j'ai avancé, et j'ai évolué petit à petit. Donc, administrateur système et réseau dans des sociétés de services. Donc déjà, la première qui est Cloud Temple, société de services en France. Après, par la suite, j'ai basculé sur le côté DevOps. Donc j'ai été ingénieur DevOps. Et avec les problématiques DevOps, l'arrivée du DevOps, on a pris le virage côté Cloud Temple au niveau du cloud. Donc, par esprit de contradiction, je suis arrivé sur de la WS parce que Cloud Temple est vraiment beaucoup plus focus Azure. Je suis arrivé sur de la WS et c'est comme ça que je me suis pris, on va dire, j'ai apprécié le service, j'ai apprécié l'entreprise et le produit. Donc j'ai continué en tant qu'architecte DevOps chez Fujitsu, qui est historiquement un provider hardware. Donc je pense que si certains le connaissent, c'est les PC, donc les ordinateurs Fujitsu. J'ai basculé côté flux, mais plutôt sur la branche service en tant qu'architecte cloud, toujours côté AWS. Et c'est là que j'ai été approché par AWS, où tout simplement j'ai repris depuis un an le poste de solution architecte. Donc voilà rapidement pour mon parcours. OK. Bah, après ces présentations, merci Steve. Passons à l'essentiel et à cette thématique de generative AI. Donc, bah, on va commencer par la question basique, c'est quoi la Gen AI? Puisque la notion d'AI, elle existe depuis un long moment. Bah, la Gen AI, alors je vais utiliser Gen AI comme acronyme pour Generative AI, vous l'avez compris. C'est une technologie qui nous permet de créer du contenu et ce contenu peut avoir de multiples formes en termes d'output. Ça peut être du texte, de l'image, du son, de la vidéo ou éventuellement une combinaison de tous ces éléments. Et cette technologie, on va le voir un petit peu plus tard, un peu plus en détail, elle est basée sur deux éléments essentiels qui sont une partie code, une partie programme et une autre partie qui est ce qu'on appelle un fichier de paramètres ou un fichier de data qui sert de source à ce programme pour pouvoir générer le contenu. Et on a eu un exemple, qui a un peu explosé, je pense, il y a un peu plus d'1 an, qui est l'exemple de ChatGPT qui a mis en illustration ces technologies qui étaient déjà en cours de développement par de nombreuses sociétés. Alors, il y a une question et une notion qui est très importante dans la Gen AI, qui est la notion de foundation model. Mais avant d'y arriver, on a un point essentiel, c'est de se dire l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui existe depuis 30-40 ans. Il y a beaucoup de gens qui en font depuis de nombreuses années et on peut distinguer en couches, avant la Gen AI, ce qu'on appelle les traditionnels machine learning models. Avant et avec les traditional machine learning models, on est capable actuellement, parce que ce sont des services qui existent, notamment à travers nos services AWS, on est capable d'achever des tâches qui sont très spécifiques. On peut, par exemple, effectuer de la reconnaissance d'images, de la reconnaissance de textes très précises. Mais, la différence avec ce qu'on va vous présenter, c'est les services, sous-jacents, c'est que on va s'entraîner sur un jeu très précis de données pour obtenir un résultat qui est assez spécifique et qui va être lié à une tâche très précise. La différence avec les foundation models, c'est que, ben, au lieu de se cantonner à une tâche spécifique, on va avoir un scope large de training et un scope et une possibilité d'output qui est beaucoup plus importante.
on va pouvoir avoir, à travers cette techno-là, la capacité de générer des outputs qui sont beaucoup plus larges en termes de format et en termes d'objectifs. Ça, c'est Ila qui doit laver. Bouillon. J'ai cru que c'était une question. Et l'idée globale, c'est ça, c'est qu'il faut distinguer les machine learning models qui sont des modèles avec des tâches très précises et des outputs précis versus les foundation models. Juste Et oui, précision. ah, je voulais juste ajouter un point, désolé de t'avoir coupé, c'est à savoir que avec cette définition, comme l'a présenté Jacques, on peut quand même voir que le GenAI, ça existait déjà avant, en soi. Mais on est aujourd'hui, potentiellement, c'est une évolution des différentes capacités, une évolution des différentes possibilités qui en ressortent. Donc avant, avec les traditional ML models, on était vraiment sur une sortie, une entrée, une sortie, en fonction d'un seul modèle. Donc un modèle pouvait me générer uniquement la génération de texte. Et par la suite, aujourd'hui, on revient sur le cas où on peut avoir un seul modèle qui a plusieurs entrées, qui a une seule entrée et différentes sorties. On va l'illustrer un tout petit peu différemment dans la présentation, mais c'est juste une extension de ce que je disais. Auparavant, les formes traditionnelles de machine learning, elles nous allouaient la possibilité d'effectuer une, euh, une entrée simple en termes de data avec une sortie qui était très spécifique, avec de la prédiction de valeurs. Avec le deep learning, on a eu la capacité d'aller un tout petit peu plus loin et d'avoir des inputs qui étaient un peu plus complexes. Notamment, un exemple qui me revient le plus, c'est recognition, c'est-à-dire la reconnaissance de vidéos et d'images, et de les mapper, de faire des modèles de correspondance pour avoir des outputs simples et identifier un objet ou une image. Maintenant, avec les generative AI, on a la possibilité d'avoir, notamment en termes de training, des volumes énormes de données et de données complexes qui sont capturées, qui permettent notamment cet entraînement et à travers des programmes et notamment les réseaux neuronaux de faire du mapping et d'avoir des outputs compliqués et qui permettent de résoudre des problèmes complexes et très variés. C'est surtout ce point principal et les bots en sont la principale illustration. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions à ce niveau, mais il faut vraiment distinguer cette approche et ce slide résume bien ces trois couches que sont machine learning, deep learning et cette notion de foundation model. OK. S'il n'y a pas de questions, je passe au slide suivant. Alors, vous retrouverez très souvent, en tout cas dans notre vocable AWS, cette notion de foundation model. Ce qui fait que la GenAI est très particulière, c'est qu'elle est capable, comme je le disais auparavant, d'effectuer beaucoup de tâches. Et ce qui lui permet d'effectuer beaucoup de tâches, c'est cette combinaison très simple qui est un programme et un dataset, qui est un fichier très complexe. Et je pense que c'est le nerf de la guerre en ce moment. C'est la constitution de ce fichier qui est souvent un- j'allais dire un ramassis, une summarisation de ce qu'on peut retrouver sur Internet. Alors, l'exemple très simple qui me vient en tête, c'est typiquement le modèle Llama, hein, qui est un modèle open source développé par Meta euh, et disponible sur Bedrock. Llama, c'est un modèle où on a une partie programme qui est très simple, constituée de 500 lignes de code, pardon, et un jeu de données qui est constitué de 140 téraoctets. Et ce dataset, qui est constitué de données récupérées d'Internet, alors ils partent pour beaucoup de Wikipédia, de sources de données et de datasets publics, et qui a été pré-entraîné et qui dispose de paramètres. C'est lui qui va servir de source au programme pour pouvoir résoudre les problèmes qu'on peut présenter, notamment à travers des chats. On pourrait s'étendre des heures hein, sur cette technologie. Il y a plein de sources sous-jacentes qui expliquent qu'on arrive maintenant à ce type de résultats et au côté bluffant de ces résultats. Il y a ce qu'on appelle l'architecture transformer, ligne context learning. Il y a énormément de notions derrière, mais il faut retenir les principales notions qu'on fait apparaître à travers ce slide, c'est-à-dire que les modèles, les foundation models sont pré-entraînés sur des jeux de données très conséquents.
ils s'appuient derrière ces jeux de données sur une notion de paramètres qui leur permet de justement gérer la complexité des données et surtout, ils s'appliquent et permettent de résoudre des problèmes très complexes. J'espère que vous en avez fait l'essai, mais vous pouvez très bien lui demander de résoudre une recette de cuisine comme de vous apporter des réponses simples aux principales étapes pour effectuer un projet ou résoudre du coding. L'idée globale, c'est que, et c'est la notion que nous, on veut apporter, c'est la philosophie d'AWS. Notre objectif, nous, c'est de partir de ces foundation models et de vous offrir la possibilité à travers nos services de customiser ces derniers dans votre contexte. Et ça va être le principal enjeu. Comment on peut partir de ces modèles génériques et rester dans un espace sécurisé où vos datas sont sécurisées et où vous les enrichissez pour pouvoir résoudre des problèmes qui vous sont spécifiques. Alors, un petit rappel sur l'historique et justement la notion de machine learning, c'est pour nous et pour notre groupe, pas seulement pour AWS, un enjeu très important. On a intégré très tôt les notions de machine learning, ne serait-ce qu'à travers notre site e-commerce, pour effectuer le moteur de recommandation, pour aussi optimiser le travail de nos collaborateurs, mais aussi celui de robots à travers nos entrepôts. Notre produit vedette Alexa, et il s'appuie sur une trentaine de différents machine learning systems qui aident nos clients à résoudre de nombreux problèmes ou à effectuer tout simplement un usage fluide de ce produit à travers la maison. Et on a d'autres produits, Amazon Go et Prime Air, dans le groupe, qui se basent sur ces modèles de machine learning. Et on a une dizaine de services, Textract, Speech-to-Text, qui s'appuient eux aussi déjà sur ces modèles. L'idée globale, c'est que à travers AWS, ça fait un certain nombre d'années que de très nombreux clients, là on parle de plus de 100 000 clients, mais je pense que c'est une échelle qui est exponentielle, qui utilisent nos différents modèles de machine learning. Le cas qui me revient le plus récemment, c'est Amazon Connect, qui est un service qui est utilisé sur la partie contact et service client, qui est utilisé par certains clients avec lesquels j'ai déjà travaillé pour pouvoir effectuer et fluidifier la relation avec la partie clientèle. Mais il y a de nombreux autres points qu'on pourrait décrire. Il y a de très nombreux exemples sur ce sujet. Ça, c'est ce qui pouvait être fait sur le machine learning. Du coup, un point qui est important là-dedans, c'est que l'idée globale, c'est qu'on dispose déjà de services, on a déjà une expérience assez importante sur ce sujet, mais Bedrock, lui, il va apporter, je pense, la philosophie d'AWS. C'est-à-dire que nous, notre objectif principal, c'est de vous aider à builder et de vous aider à builder dans un environnement sécurisé, au coût optimisé et pour une performance, un ratio performance-coût qui est le plus optimum que possible. Et c'est la philosophie principale d'AWS et des services qui sont présentés. On veut vous offrir le moyen le plus fluide de mettre en place ces services et de les développer à travers une approche à la fois sécurisée et optimum en termes de coût et de performance. Et sur ce, je vais laisser la main à Steve. Je te laisse le partage d'écran si ça te convient, Steve. C'est OK pour toi, Steve? Tu es en mute par contre. Oui, désolé. Oui, OK pour moi. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Pas encore. Et Là, là, du ça, coup. ouais, ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais. OK. Donc, pour reprendre, déjà, merci, Jean-Christophe, pour cette première partie. Maintenant, je vais continuer au niveau des différents éléments. Comme Jean-Christophe l'a présenté, euh, on ressort sur la génération, on va dire vraiment l'utilité et l'utilisation aujourd'hui des LLM, donc les Large Language Model, pour faire du Generative AI. Sachant que le Generative AI, c'est l'outcome qu'on recherche aujourd'hui en termes de use case. Derrière, on va utiliser LLM pour faire du GenAI. Pour utiliser ces LLM, il faut bien une brique, car les LLM représentent le cerveau de l'opération. Quand on a le cerveau, en fait, le cerveau doit fonctionner avec un corps.
Il doit fonctionner avec tout un écosystème pour déjà récupérer les informations, pour pouvoir les traiter et par la suite avoir un outcome. Par rapport à cela, c'est pour ça que côté AWS, on a sorti Amazon Bedrock, tout simplement. Amazon Bedrock, c'est une manière simplifiée pour vous donner accès à tout, manière simplifiée pour pouvoir avoir un écosystème pour utiliser le cerveau, pour utiliser les modèles LLM. Donc, à savoir avec les différentes entrées, les différents inputs et derrière avoir l'outcome. Au niveau des différentes entrées, maintenant, on a la possibilité vous avez en simplification, vous avez un seul API, une seule API à faire, donc directement sur l'entrée Bedrock, qui elle va interroger les foundation models qui seront les LLM, et par la suite, vous aurez votre résultat. Cela vous permettra tout simplement d'accélérer vos développements et d'avoir des outcomes beaucoup plus faciles et de vous lancer beaucoup plus facilement dans de la GenAI, de ce qu'on appelle la GenAI. Aujourd'hui, Bedrock, il est disponible partout, donc n'hésitez pas à le tester. Et comme j'ai dit, Bedrock vient de base avec différents modèles LLM que vous pouvez du marché que vous pouvez utiliser et utiliser sur étagère. Donc, on a, comme Jean-Christophe l'a dit, des modèles venant de Meta, donc tels que le Llama 2, est un modèle préentraîné, tout ça que vous pouvez utiliser pour faire des tâches de génération de texte ou de squeeze au niveau du test avec du rigid comprehension. Derrière, on a différents topics avec différents providers. Donc, Amazon, nous également, on est provider de modèles LLM avec de l'Amazon Titan, un produit que aujourd'hui on génère et qu'on maintient. Par la suite, on a le modèle aujourd'hui qui est très connu dans le monde, qui est dans le monde de la generative AI, qui est Claude. Aujourd'hui, là, avec les slides, on est je présente du Claude V2, mais aujourd'hui, on a du Claude V2.1 avec avec les éléments Reinvent. Je pense qu'on en pourra en discuter plus en détail par la suite. Mais néanmoins, comme je reviens quand même toujours sur mon petit, on va dire la petite image que je fais où vraiment le LLM, c'est le cerveau et le cerveau vraiment a besoin d'informations pour travailler et avoir les outcomes. On revient sur le cœur en fait de notre philosophie avec la GenAI qui est de dire aujourd'hui on est sur des modèles préentraînés, mais un modèle préentraîné reste, c'est de la préparation. Il faut, selon vos cas d'usage, selon ce que vous voulez en faire, il faut l'alimenter avec les données qui vous vont. Donc, si vous voulez travailler tout simplement, je peux prendre un cas d'usage tout simplement sur de l'automobile ou ne serait-ce que dans du commerce, il faudra l'alimenter avec des données du commerce, car il se base toujours sur l'apprentissage et sur les données en fait qu'il connaît. Donc, pour cela, vraiment, quand vous allez sur de la GenAI, la donnée est le différenciateur pour avoir les meilleurs résultats et le meilleur outcome possible. En entrée, on aura des entrées côté utilisateur, mais néanmoins, pour vraiment bien traiter cette donnée utilisateur, il faut y aller. C'est comme un joueur, il a besoin de préparation, mais également le jour on va dire un buteur, hein. Le jour du match, il faut avoir des passes pour marquer. Il a beau être préparé, mais s'il n'a pas de passe, il servira à rien, entre guillemets. Donc, c'est pour ça qu'avec Amazon Bedrock, vous avez cette possibilité, tout simplement, de fine-tuner vos différents modèles. Donc, vous avez les modèles sur l'étagère, vous lui apportez vos données et ces données vont vous permettre d'être le plus précis possible et d'aller vraiment droit au but directement en fonction de l'outcome que vous souhaitez avoir. Et pour l'instant, est-ce que vous avez des questions ou des éléments d'interrogation à ce niveau? Non? Pas de questions? Ok. Question. Oui. Oui. Dans le cas, par exemple, d'une entreprise, quel type de données, par exemple, peut-on fournir en entrée de l'IA? Quel type de données, en fait, parce que je ne perçois pas clairement. Quel type de données? Vous pouvez fournir, en fonction de votre cas d'usage, vous pouvez vraiment fournir tout type de données. C'est aussi l'avantage avec les FM. C'est qu'un FM, pas besoin d'avoir des données structurées. Vous pouvez avoir des données unlabeled auxquelles vous pouvez fournir. Et lui, il va derrière
les stacks, on va dire. Il va stocker les différentes données, il va se baser sur toute la base de données que vous lui avez fournie, donc sur l'ensemble des données que vous lui avez fournies, pour générer une réponse au mieux possible. Donc en soi, vous pouvez partir au plus vaste, comme vous pouvez partir au plus précis. Et quand je dis au plus précis, Ouais. Juste pour préciser ou donner un exemple qui illustre ça, Steve. ouais, Un exemple qui parle, tu parlais du domaine de l'automobile. ouais, Typiquement, pour répondre à ta question, Amadou, un exemple très simple, imaginons que je sois une société dans l'électronique et que je génère les modes d'emploi de tous les appareils que je génère. Je vais partir d'un foundation model, eh ben, je vais l'enrichir avec toutes les sources de connaissances que j'ai à l'intérieur de l'entreprise, qui peuvent être des fichiers PDF ou des fichiers texte. Et ces fichiers vont contenir le mode d'emploi. Je peux avoir aussi des référentiels qui donnent toutes les pièces qui sont nécessaires à la constitution de mon produit fini. Pareil, tout ça, ce sont des données non structurées et je peux les rajouter à mon modèle et l'enrichir avec ces datas. Et évidemment, ça va permettre derrière, par exemple, de générer un chatbot où quelqu'un va poser une question et il va dire, bah, si je dois constituer ce produit, quelles sont les pièces nécessaires? Ça peut être aussi des datasets en provenance de bases de données. Toutes sortes de données non structurées peuvent être ajoutées et peuvent faire partie d'un patrimoine spécifique et privé à votre entreprise, rajoutées à ce modèle. Et surtout, ça c'est très important, elles ne sont et resteront qu'exclusives à votre entreprise. C'est-à-dire que Amazon et AWS ne se s'en serviront pas et n'auront pas accès à ce jeu de données. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si on répond Oui, à ta c'est bon. question. Oui, c'est clair, c'est bon. Merci. Et pour répondre à la question de Mac, oui, même des données non structurées. Un fichier PDF, ça va être un petit peu plus compliqué avec une image, mais un fichier PDF peut parfaitement servir d'input pour ces cas d'usage. Je te laisse répondre à Steve. ouais. Bah, du coup, pardon, est-ce que ça répond à votre question déjà, Amadou et Et Mac. ouais, ok. Donc vraiment, c'est l'avantage aujourd'hui des foundation models. On peut partir de données non structurées. Donc j'ai, je- j'aime pas le terme, mais on peut dire fourre-tout. Donc vous pouvez vraiment tout lui donner et lui derrière va faire, il va le conserver et pourra l'utiliser derrière pour avoir de meilleures réponses en fonction de votre cas d'usage et en fonction des besoins de votre entreprise. Donc, et quand ces foundation models vont récupérer les différentes données, derrière, ils vont vous sortir des résultats beaucoup plus précis. Et quand on aura ces résultats, potentiellement, on peut avoir une chaîne d'action qu'on souhaiterait exécuter, à avoir, je récupère le résultat, je veux potentiellement le stocker dans une base de données. Donc, par rapport à cela, avec Amazon Bedrock, les foundation models, comme, oula, j'ai eu un retour complètement. Non, désolé. C'est bon. C'est pour ma part. Donc, les foundation models, ok, j'ai une avancée tout seul. Les problèmes d'animation, mais je vais continuer. Désolé. Les foundation models ne sont pas tout seuls. Donc, par la suite, vraiment avec un cas d'usage, vous pouvez, avec du Amazon Bedrock, déterminer l'entrée. Vous traitez la donnée qui est en entrée, vous ressortez un input, et en fonction de cet output, vous pouvez avoir une continuité au niveau de votre cas d'usage. Donc, à savoir peut-être le stocker dans une base de données, l'afficher d'une certaine manière au niveau de votre site web, ou faire une interaction avec un autre service AWS. Donc, par rapport à cela, on a sorti récemment ce qu'on appelle les agents Amazon Bedrock. Ces agents Amazon Bedrock vous permettront tout simplement de faire cette liaison entre Bedrock et l'extérieur, donc avec la continuité de votre application. Vous aurez la possibilité, comme j'ai dit, hein, et je l'ai cité, faire de l'intégration au niveau de la base de données, faire de l'intégration avec d'autres services AWS. Et ceci rien qu'avec différentes actions via des calls API, toujours en serverless via de l'Amazon Bedrock. Sachant que c'est vraiment la simplicité que ramène le service par rapport à ce qu'on avait avant. Est-ce que cela est clair pour vous par rapport? Ok.
Donc pour la suite, vraiment, avec le service Amazon Bedrock sur toute l'intégralité, on est vraiment sur un service serverless qui va vous permettre de simplifier les différentes actions, que ce soit récupération, traitement et avoir l'output et faire l'interconnexion avec les différents autres services. Nous, côté AWS, on se place dans une physiologie, en fait, vraiment de persona au niveau du cas d'usage du Generative AI. On vous donne la possibilité avec la plateforme AWS, euh, selon votre cas d'usage, selon vos consommateurs, de utiliser et de faire de la GNI. On a trois types de personas qu'on identifie aujourd'hui, donc à savoir les providers. Avec ces providers, un provider, c'est celui qui va tout simplement développer les modèles LLM. On donne des différentes solutions, on donne la possibilité à ces utilisateurs-là d'aller avoir accès à du Amazon Bedrock ou à d'autres services AWS pour mettre à disposition tout simplement leur modèle LLM. Par la suite, on a le deuxième type de persona qui sont les tuners, qui sont ceux un peu plus techniques, entre guillemets, si je peux oui, un peu plus techniques, entre guillemets, qui eux vont récupérer les différents modèles LLM des différents providers, vont les fine-tuner selon leur cas d'usage, selon leurs besoins, pour avoir le meilleur résultat. Et derrière, pour retomber sur le troisième cas d'usage, pour les données du résultat côté consumer. Maintenant, côté consumer, c'est ceux potentiellement qui seront uniquement là pour consommer le service, pour consommer le résultat du service. Eux ne souhaiteraient pas savoir tout simplement quel modèle LLM j'utilise, ou ils voulaient juste savoir, je demande potentiellement à Bedrock de me générer un email et il a l'email qui ressort. Donc, vraiment l'utiliser uniquement en mode assistant. Et nous, côté AWS, au niveau des trois types de personas, on a différents services pour répondre aux besoins de tout le monde. Donc, comme nommé au niveau du Last vous pouvez le voir, avec les providers, avec du Amazon SageMaker et du Bedrock également, avec les tuners pour du Bedrock, pour fine-tuner, et également avec du SageMaker pour ceux qui sont beaucoup plus hands-on, avec du Jumpstart au niveau des foundation models, et avec des consommateurs, aujourd'hui avec du Bedrock, avec l'interface, comme on le verra par la suite au niveau de la démo. Vous avez cette capacité de directement, depuis le service, avoir le texte, le cas d'usage que vous souhaitez avoir et avoir la réponse via le service, ou également avec une application côté Amazon qui est sortie qui s'appelle PartyRock, qu'on fera. Donc, est-ce que tout est bon pour l'instant pour vous, pour tout le monde? Oui, c'est bon pour moi. D'accord. Donc, on va passer là du coup sur la démo et je vais vous montrer les différents types de services et possibilités que vous avez avec les services selon les différents types de personas. Donc, je vais commencer déjà avec les personas au niveau des consommateurs, avec, comme j'ai nommé, avec le service, avec l'application qui est sortie qui s'appelle Amazon PartyRock. PartyRock, c'est une application qui est sortie et qu'on a développée pour montrer les capacités de Bedrock pour vraiment les différents consommateurs et aider les consommateurs tout simplement à démarrer sur de la GenAI. C'est une application relativement simple qui est potentiellement très puissante. Comment fonctionne Amazon PartyRock? C'est une application qui vous permet de build des applications. Donc, quand vous arrivez sur PartyRock, vous cliquez tout simplement sur Build Your Own Application et vous allez décrire l'application que vous souhaitez avoir. Quand vous allez faire la description de votre application, par la suite, cela va être envoyé à Bedrock, au modèle Bedrock, qui sera utilisé par Bedrock, qui lui va faire de la génération d'applications en fonction de votre besoin et va générer une application que vous pourrez utiliser. Je vais prendre un cas tout simple avec, on va dire, create an application to generate Athena SQL request. Donc lui va envoyer cette requête côté Bedrock qui va nous générer l'application selon la compréhension du modèle de ma demande. Cela prend un peu de temps, par contre. Et là, on revient là, j'ai une application qui est créée qui, elle,
comme va le détermine, pardon, comme est présenté, va me générer des requêtes SQL, donc Athena SQL, pour faire du requêtage automatiquement selon mon besoin. Donc là, il va me demander tout simplement, et le modèle a identifié les différents paramètres qu'il aura besoin pour faire la génération au niveau du code de la requête SQL, donc au niveau du table name et au niveau de la colonne. Donc je vais tout simplement dire le table name, je vais l'appeler Soya. Et par la suite, la colonne, prenant un nom tout simplement, je vais dire bah, colonne de voilà. Du derrière, il va me dire pour récupérer la colonne dans récupérer la table pour récupérer la colonne dans la table Soya, tout ce que j'ai à faire, c'est un select $, from Soya. Il va le générer et derrière, il va générer tout simplement une explication au niveau de ce code SQL. Et derrière, avec du PartyRock, avec l'évolution de PartyRock, la première version ne permettait pas de le faire, mais néanmoins aujourd'hui, on a cette capacité. Vous avez la possibilité également d'éditer le retour LLM par rapport avec le choix du modèle et le prompt qui suit au niveau de la requête. Donc, en termes de modèle, vous pouvez voir le modèle qui est utilisé, c'est du Claude. Vous avez la possibilité d'utiliser du Claude Lite, donc avec du Claude Instance, et de changer le modèle et voir les différents retours qu'il y aura en fonction de l'input utilisateur. Donc, d'abord je vais faire du test avec du Jurassic, donc pour voir la différence uniquement. Donc, quand je fais du test, là, je reprends et vous voyez la différence entre les différents modèles. Donc le Jurassic sera beaucoup moins verbeux qu'en Claude, tout simplement, où lui ne me donnera pas d'explication sur la requête et sur le résultat de la requête. On va dire aussi détaillé que le Claude par rapport à cela. Donc il va me donner la requête et par la suite me donne justement une seule ligne au niveau de l'explication. Donc avec PartyRock, vous avez vraiment cette possibilité de démarrer facilement et aisément sur de la GenAI avec de la WS, avec du Bedrock derrière en tout simplement décrivant l'application que vous souhaitez avoir. C'est un outil très puissant, donc vraiment n'hésitez pas à jouer avec, pour l'instant qui est complètement gratuit. Donc vous n'avez pas à débourser ou à avoir un compte AWS pour l'utiliser. Donc vous allez uniquement sur l'URL, vous vous connectez, donc vous renseignez uniquement votre adresse email, et derrière vous avez la possibilité de directement créer une application. Donc là, j'ai pris le cas pour Athena SQL, mais d'autres, vous pouvez utiliser pour la génération d'images ou même de l'amplification d'images. Donc, vous pouvez vraiment aller sur les différents niveaux au niveau du traitement LLM, du traitement avec les modèles LLM. Est-ce que pour vous, tout est OK par rapport à cette première phase? J'ai une Ouais, question. c'est bien. Et Ouais, j'ai une question. Oui. Du coup, je veux savoir le niveau de précision par rapport à ChatGPT. C'est à combien est-ce que tu estimes? Disons que en matière de précision, selon toi, c'est parti rock qui est plus précis en termes de code comme ça que ChatGPT. Je vais Euh, essayer de répondre, ouais, si ça te convient. En fait, tout à fait. l'un des problèmes qu'on a actuellement avec les FM, c'est que on peut pas avoir de niveau de comparaison qui est ultra accurate. Pourquoi? Parce que les modèles de training sont très larges et le champ des possibles en termes de questions est très très large. Donc, il y a des champs de comparaison qui sont utilisés, notamment il y a un de nos concurrents qui a sorti un foundation model assez impressionnant ces derniers jours. Et les champs de comparaison sont surtout liés à des examens internationaux, genre type examen scolaire, examen de mathématiques, avec le Graal qu'ils essayent tous d'atteindre, qui est ce qu'on appelle la GI, c'est-à-dire l'intelligence générale globale artificielle, et la possibilité de faire de la vraie résolution, de la complète résolution de problèmes mathématiques. Mais tout ça pour dire, en résumé, que on ne peut pas comparer tout à fait les modèles sur cette partie résultat.
La partie sur laquelle on peut comparer les modèles principalement à l'heure actuelle, c'est 3 aspects qui sont fondamentaux